Donc le troisième moment du panel, de ce panel, va être confié à la communication de mon voisin, dont je cherche le nom, Tachibana. Voilà. Non, mais il est trop grand, ce... Alors, c'est très beau, mais bon. Alors, donc, Hidero Tachibana, question de langage chez Édouard Glissant. Donc, Hidero Tachibana est un traducteur, si j'ai bien compris, entre autres. Hein, voilà, donc il n'est pas que ça, bien sûr. Il est aussi professeur à l'université Waseda à Tokyo. Il est aussi directeur de l'Institut d'études de la France contemporaine, Waseda. Et il est aussi président de l'Association japonaise des études québécoises, chevalier des ordres académiques de la France en 2001 et de l'ordre des francophones d'Amérique en 2009. Il est auteur ou co-auteur, notamment de Québec, si lointain, si proche en 2013, Les intellectuels au XXIe siècle en 2009, et il est traducteur de Pierre Bourdieu, Dany Laferrière, Aimé Césaire, Édouard Glissant, et puis aussi René Depestre. Oui. Et puis aussi Khatibi, non? C'est vous? Non, je l'ai rencontré, mais non. Voilà. Bon, donc la version traduction m'était bien restée. Donc nous allons vous écouter. Merci beaucoup votre présentation très généreuse. Et je remercie aussi tous ceux qui ont préparé ce colloque et ceux qui m'ont invité si gentiment, si généreusement à ce colloque. Et je me sens très honoré d'être parmi vous, parmi tous ces professeurs si éminents et qui m'instruisent beaucoup de choses. Donc, moi, je vais parler question de langage chez Édouard Glissant. Lise Gowan, tout à l'heure, parle aussi, s'est référé à la notion de langage chez Édouard Glissant. Bon, je commence. Dans une interview télévisée, Édouard Glissant dit qu'il se reconnaît un poète plutôt qu'un romancier. Enfin, maintenant, il y a la polémique. Je ne sais pas. Hein, c'est un philosophe, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un poète? Dans le IVe siècle, Mane-Louise se dit « Je suis resté trop longtemps les yeux ouverts dans la nuit pendant que je l'attendais. » Ou bien, dans le même roman, Anne écoute un chant joyeux qui rumine de la nuit. Le sauvage joyeux chant, Anne, tremblant, l'écoutait, se prolongeait au loin dans l'éclat d'eau qui enfantait la nuit. Dans les 12 citations se trouve le mot « nuit ». Oui, le poète, c'est celui qui regarde dans la nuit, qui écoute dans la nuit d'imperceptibles frémissements, soit visuels, soit auditifs. À vrai dire, le poète serait aussi celui qui regarde et écoute dans des lumières, bien entendu. Mais Glissant, lui, préfère, me semble-t-il, voir des ténèbres dans ce jour lumineux martiniquais. Papa Longwedi, par exemple. Mais tout ce que je sais lire, c'est le grand ciel et la nuit couchée dedans. C'est à la page 218. Tout c'est le IVe siècle. Dans le grand ciel, Glissant détecte donc une nuit qui ne cède jamais au jour. Ce schéma se répète infiniment chez notre penseur de tremblement, dans toute une série
des variétés transformatives. Quand on lit Aimé Césaire et Édouard Glissant, on aperçoit un terme que les deux poètes utilisent communément. C'est le terme langage. Dans la bouche de nos deux poètes martiniquais, ce mot, quand même banal, sonne sous un ton très particulier. Chez eux, c'est un terme qui leur permettrait d'expliquer la situation linguistique et aussi littéraire dans laquelle ils luttent pour trouver leur propre voix, leur propre langage sans être assimilés à l'héritage de la littérature française. Or, permettez-moi de parler un peu de Japon. Or, un Japonais qui a longtemps lu aussi de la littérature française aperçoit qu'il y a là une situation linguistique un peu bizarre, bien qu'elle soit évidente. C'est une évidence. Les écrivains antillais doivent écrire en français, alors que les écrivains japonais écrivent en japonais tout en lisant de la littérature française en traduction. Il y a apparemment rien de bizarre dedans. Mais il n'est peut-être pas inutile de comparer ces deux situations différentes aux Antilles et au Japon. Comme vous le savez, le Japon se met à faire une sorte de révolution moderne à partir de 1868. Et là, le travail de traduction est essentiel. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut introduire du savoir nouveau, occidental, mais aussi parce qu'il faut créer une nouvelle langue. Et pour ce faire, la traduction a joué un rôle essentiel. Permettez-moi un moment de parler, parce que parfois c'est un peu... parce que je n'ai pas pu imprimer. Permettez-moi de parler brièvement de la situation linguistique au Japon. Les Japonais se rendaient compte qu'il leur manquait une langue nationale unifiée pour répondre à leur urgence de modernisation. Parce qu'en plus des dialectes qui divisaient l'archipel japonais, chaque classe sociale parlait leur propre langue. Pardon, parce qu'il y a quelques petites opérations qui... Il y avait donc des graves problèmes de communication dans un nouvel État-nation. Ce qui est en question, c'est donc la création d'une langue. Et un écrivain japonais parlait dans ce contexte de la question du style au lieu du langage. C'est-à-dire, pour un écrivain japonais, le problème, c'est le style, pas le langage. Au moins, il n'employait pas le terme langage. Pour inventer cette langue moderne qui manquait au Japon, de 1868, la traduction d'œuvres étrangères fut décisive. Le premier écrivain japonais qui a tenté d'écrire un roman réaliste avec une langue moderne, c'est le premier traducteur de Shakespeare, Shoyo Tsuboichi, j'ai un peu oublié le japonais. Son disciple Shimei Futabate traduit de la littérature russe. La littérature française occupe une place privilégiée dans ce grand défi de traduction. C'est en traduisant des œuvres occidentales que ces premiers écrivains japonais modernes tentèrent d'établir une langue avec laquelle ils pourraient décrire une nouvelle société et par là faire émerger
un nouvel être humain libéré des contraintes féodales dotées de valeurs féodales. Ce qui m'intéresse dans ce travail linguistique et littéraire sur la langue japonaise, à travers la traduction, c'est que les écrivains japonais ont beaucoup assimilé le style de littérature européenne, et surtout le réalisme et le symbolisme français, mais à la différence des écrivains antillais, ils n'ont jamais eu de crise de conscience dans l'excès de l'assimilation littéraire, voire culturelle. Pourquoi? Le moins qu'on puisse en dire, c'est que la barrière linguistique empêchait les Japonais de se transformer entièrement en français. Et puis, l'héritage culturel ne perdait pas sa puissance. La couche populaire de la société japonaise était le gardien de la culture traditionnelle tout en s'adaptant à cette nouvelle donne linguistique. En tout cas, la politique linguistique de l'État ne suffisait pas. Il fallait créer un sujet moderne avec sa propre individualité dans une nouvelle écriture. Paul Varelli dit que le moi se dit moi, ou toi, ou il. Il y a les trois personnes, un moi. Or, le sujet d'énonciation d'une œuvre littéraire est une voix qui intègre toutes ces trois instances. Le Japon moderne a dû inventer ce sujet d'énonciation intégrale qui permettrait à un nouveau citoyen moderne d'exprimer ses désirs, ses pulsions, ses sentiments avec une langue moderne et aussi avec du vocabulaire nouvellement créé, inventé. Il fallait donc faire émerger une nouvelle conscience de soi avec sa propre voix qui s'exprime dans un nouveau réseau communicationnel d'une nouvelle société. Kate Hamburger, je ne sais pas comment prononcer, l'humaniste allemand, appelle cette instance fondamentale jeu-origine. Ce jeu est l'origine de systèmes de coordonnées spatio-temporelles et c'est un système de Dieu ici, au moins ici, maintenant, qui permet au sujet d'énonciation de faire fonctionner les pronoms déictiques dans le discours tout en concrétisant la situation dans laquelle le sujet actant agisse. Or, pour un écrivain antillais, la situation est tout à fait autre. Tant qu'il écrit en français, il n'est pas protégé par ces frontières linguistiques qui lui permettraient de séparer le texte qu'il écrit du reste des textes qui avaient été écrits en français. Dans son urgence de modernité, un écrivain entier risque toujours d'être absorbé dans une immense tradition de la pratique littéraire solidement construite à travers de l'histoire de France. On sait que l'enjeu de la négritude est là, justement. Pour les poètes comme Aimé Césaire, l'Afrique et surtout, c'est ce qui n'est pas l'Europe. Il fallait travailler sur la langue française tout autrement que les autres auteurs de l'Hexagone. Et c'est dans cette perspective qu'Aimé Césaire dit que le poète fait son langage en infléchissant et en transformant le français en vue d'exprimer son moi. Je vais citer quand même, enfin c'est très connu, mais je vais répéter un petit peu. Il dit, Aimé Césaire, dans l'entretien avec Jacqueline Leiner, mon effort a été d'infléchir le français, transformé pour exprimer, disons, ce moi nègre, ce moi créole, ce moi martiniquais, ce moi antillais. C'est pour cela que je me suis beaucoup intéressé à la poésie qu'à la prose. Et ce, dans la mesure où c'est le poète qui fait son langage.
Lorsque Césaire dit « infraîchit le français », il a établi les enjeux pour un écrivain entier. Et le travail d'Édouard Glissant évolue dans ce sillage marqué par le poète de négritude. Édouard Glissant est un vrai héritier d'Aimé Césaire. Et il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu Glissant parlant de Césaire. Glissant a compris les enjeux de la poésie césairienne mieux que personne. S'il parle de la langue créole et de l'antianité au lieu de l'Afrique, c'est que Glissant a voulu donner un peu plus de matière, un peu plus de corporalité à la voix cosmique d'Aimé Césaire. Nous avons, Glissant dit, nous avons tant de mots rentrés dans la gorge et si peu de matière première sur quoi exercer notre geste. Ça, c'est le discours entier. Enfin, Césaire avait déjà créé un langage chargé de corporalité, et c'est le cri qui perturbe le champ sémantique de la langue française, et qui rend plus opaque la langue française en lui donnant une nouvelle corporalité. C'est le corps d'un esclave mutilé qui obscurcit la langue cartésienne. C'est ainsi qu'Aimé Césaire fait habiter un langage dans la langue française. Et c'est ainsi qu'il se distingue des surréalistes et Édouard Glissant des romanciers de nouveaux romans. On pourrait remarquer tout de même qu'avec Édouard Glissant s'introduit la question de description d'une société ou d'un paysage, question de regard. Ainsi, tout poète qu'il est, il lance un défi d'écrire un roman épique. Et quand on pense à Raphaël Confiant et Patrice Chamoiseau, qui n'écrivent que des romans, on a l'impression que la littérature antillaise est née en poésie et mûrie en prose. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je vous propose. Chez Édouard Glissant, la question du corps est un corollaire de la notion de relation, et celle d'opacité. La relation glissantienne n'a rien à voir avec la relation structuraliste, celle-ci étant une interdétermination entre les éléments constituant une structure rationnelle. Glissant nous propose un autre type de relation des éléments et des êtres qui ne s'articulent pas rationnellement et qui ne se reconnaissent pas entre eux. Par exemple, la relation asymétrique entre l'esclave et le maître, ou le colon. Dans cette relation opaque où les êtres ne se définissent pas rationnellement dans leur contact, Glissant introduit la notion de chaos. Dans une société contemporaine qui se veut rationnelle, la relation est supposée calculable et mesurable. Mais Glissant nous invite à déterrer dans cette société moderne des éléments incalculables, chaotiques, qui dépassent la logique de cause-effet. Et cet être vivant dans des relations chaotiques, autrement cet étang, parce qu'on a parlé d'étang hier, et j'ajoute ça, n'est pas attaché à ses origines, quelles qu'elles soient. L'étang glissantien nous évoque ce tableau de Paul Gauguin. Comme tout le monde sait, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Ces hommes et ces femmes qu'on voit dans ce tableau de Gauguin sont des êtres opaques, dénudés de leurs origines. Gauguin nous montre de nomades planétaires, à mon avis, même s'ils habitent sur une île isolée, perdue dans un océan. L'esclavage est un système de violence dans lequel un être humain perd tous ses repères
sa famille, son village, sa collectivité, sa religion, son nom, sa position tribale, etc. Et il n'est qu'un individu dépouillé, dénoué. Je dirais même qu'il est dépossédé de toutes sortes d'échanges symboliques. Il n'y a pas alors que les Haïtiens, il n'y a pas que les Tahitiens nomades planétaires. Les esclaves sont aussi un état nomade, bien entendu, comme le dit Glissant, et on craindrait qu'un nouvel esclavage s'installe aujourd'hui progressivement dans cette terre que nous entamons, ou dans laquelle nous entrons. Ce qui est très important dans la notion d'opacité, c'est qu'elle implique le dysfonctionnement de la dialectique hegelienne dans une société d'esclavage ou dans une société raciste. Comme on le sait, Édouard Glissant oppose la structure archipélique à la structure systématique. La mondialité anime une société archipélique. Est-ce qu'une société archipélique est possible aujourd'hui? Ou plutôt, qu'est-ce que la société archipélique? Ce sont des questions que se pose Édouard Glissant. Mais sans répondre à ces questions, nous interrogeons ici ce qu'est la dialectique dans la pensée glissantienne. La dialectique est une notion qui veut expliquer le processus de système de production ainsi que les principes de mouvement de l'histoire humaine. Mais c'est aussi le dynamique de la conscience humaine. Et on oublie souvent ça. Hegel nous explique comment un être humain prend la conscience de soi à travers du travail et relations humaines. L'homme se possède, s'identifie, même s'il est esclave, en marquant du sceau de son antériorité des objets qu'il transforme de par sa liberté de sujet, et avec son travail aussi. L'objet ainsi transformé par un ouvrier ou un esclave est une extériorisation de sa conscience. Et dans ces jeux, l'esclave se réveille comme une conscience dans son travail, et cette conscience évolue encore dans la reconnaissance d'autrui. Hegel dit, dans son explication de dialectique entre le maître et l'esclave, l'esclave veut que son maître reconnaisse son travail réalisé et que le maître le reconnaît. C'est-à-dire, l'esclave se reconnaît dans le regard de son maître, ce qui lui assure sa présence dans le monde. Il devient ainsi une conscience de soi pour soi. L'esclave devient un être social. Or, si nous restons fidèles à la notion de l'opacité, cette glissantienne, bien sûr, cette dialectique ne fonctionne pas dans la société esclavagiste, car la société esclavagiste, fondée sur le racisme, la reconnaissance n'est pas possible entre le maître et l'esclave. Celui-ci se présente comme un être entièrement opaque aux yeux du maître. L'esclave n'a pas d'antériorité pour un maître raciste. Un esclave chercherait alors en vain le regard de son maître posé sur lui-même. Il n'y a pas d'échange de regard ni de reconnaissance. Si Faulkner n'attribue pas à un noir une voix intérieure, comme vous le savez, c'est parce que c'est un être opaque qui n'exprime pas, qui ne s'exprime pas, c'est-à-dire il lui manque la conscience de soi. Je crois que d'ailleurs, Édouard Glissant généralise ce fonctionnement de la dialectique, car tous les êtres sont plus ou moins opaques dans ce monde
même aujourd'hui, comme l'a montré notre penseur dans Coelho Lamentin. Nous avons aussi une part opaque nous-mêmes, en tant qu'un corps dont l'origine est inconnue. Après tout, même si je suis japonais. Nous sommes aussi une de ces figures que nous voyons dans ce tableau de Paul Gauguin. Et les relations que nous entretenons avec les autres citoyens sont également dans un rapport chaotique. Comme vous le savez, Blaise Pascal met l'homme entre Dieu et diable. Sa conscience de roseau n'est pas transparente dans la mesure où l'homme s'effraie devant l'espace cosmique infini. C'est à ce stade que nous revenons à la question du langage glissantien, mais aussi du langage césarien. Ces langages poétiques qui prennent des replis aussi, dans la perception du frémissement du monde, tremblement du monde, tous ces vents, tous ces pluies, bruits, mouvements de cimes d'arbres, par exemple, qui ressemblent à la voix humaine, ou si vous voulez, à la voix d'esclaves. C'est pour cela que Glissant injecte de l'ambiguïté dans son texte. Nous rencontrerons toujours des phrases dont le sens est opaque chez Glissant. Mais ce n'est pas l'opacité pour l'opacité qu'il s'amuse d'insérer dans ces textes. Cette ambiguïté est toujours accompagnée de répétitions infinies, que vous savez dans le texte de Glissant. C'est pour cela que Glissant dit « La langue crée le rapport, le langage crée la différence. L'un et l'autre aussi précieux. » Ça, c'est un discours entier, page 321. Je te parle dans ta langue et c'est dans mon langage que je te comprends. Ça, vous le savez aussi. Ainsi, le langage d'Édouard Glissant est un dialogue interminable avec l'opacité du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hidehiro, pour cette relation que tu as su établir entre la question de l'opacité et la nature du langage chez Glissant, et comment cette nature, justement, de l'opacité forge toute l'ambiguïté qui peut être retrouvée dans la manière par laquelle, à partir de la situation de l'esclave, à partir de la situation de l'esclavage, Glissant tente de penser le rapport ou la relation avec l'autre. Et j'aime bien la façon par laquelle tu as terminé ton propos en rappelant la citation de Glissant: la langue crée le rapport et le langage crée la différence. Peut-être qu'on peut également s'amuser avec ça, dire que le langage crée le rapport et la langue crée la différence. Donc on pourrait également s'amuser aussi avec ça.